Et maintenant, dans notre équipe, conformité, enquête interne, audit, parce qu'on fait aussi pas mal d'audits. On est 6 associés, plus de 25 collaborateurs. On travaille dans près d'une centaine de pays depuis Paris. Pour ma part, je vais commencer, désolé. Nicolas Tollet, donc je suis associé du cabinet Just Bard. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en legal et compliance. Dans une partie de ces années en entreprise, c'est aussi comme ça que j'ai connu le cercle, puisque je devais devenir membre du cercle alors que j'étais à l'époque VP Compliance de Technip. Et Claire était d'ailleurs ma marraine. Oui, j'aurais dû bien aimer. Et, Ça ne me rajeunit pas. Et du coup, eh bien, lorsque j'ai été, je crois, admis au cercle. Bah, je te dis non, en fait. Parce que je rejoignais le milieu je revenais en cabinet d'avocat. Donc, j'ai fait un aller-retour entreprise, cabinet d'avocat. Bon, ça. Et donc, du coup, j'ai cette double perspective à la fois sur les sujets anticorruption, devoir de vigilance, sanctions, anti-blanchiment d'argent, avec une partie prévention et une partie enquête, avec un certain nombre d'enquêtes sur lesquelles j'ai pu travailler, notamment Alcatel. C'est comme ça que j'ai découvert la matière à l'époque, il y a une quinzaine d'années maintenant, Petrobras, Technip, avec les DPS et les CGIP, et également, et puis les contrôles à fin. Je vais passer la main à Gaëlle qui va pouvoir se présenter. Oui, Gaëlle nous a rejoint. Gaëlle Thuot. Donc, j'ai commencé dans les années 2000 en tant qu'avocate antitrust au sein de cabinet Cléry Declive et Scanonars. Et après, j'ai rejoint la Cour de justice en tant que référendaire. Et puis, pendant 9 ans, j'ai travaillé au sein du groupe Total, dans lequel j'ai exercé plusieurs fonctions, dont celle de directrice conformité de la branche chimie. Et j'ai rejoint en 2015 le groupe Kering pour y bâtir la fonction conformité. Et je suis restée 9 ans directrice conformité du groupe Kering. Et j'ai eu à connaître les sujets dont nous allons discuter ensemble, notamment le devoir de vigilance et l'ensemble des programmes de conformité, anticorruption, AML et sanctions. Et j'ai rejoint Etchechar il y a 5 mois en tant qu'avocate. Pour notre aller-retour entreprise cabinet. Donc, en gros, voilà ce qu'on fait. Donc, des affaires atypiques, on en a eu un certain nombre en Europe, des monitorats, CGIP, des inspections avec les contrôles de la FA, des GCRF, etc. On a mené à peu près 200 audits compliance approfondis dans une soixantaine de pays, une cinquantaine d'enquêtes internes dans une cinquantaine de pays, des centaines de due diligence, dont une trentaine sur site. 1400 cartographies de risque pays, dont la moitié sur le devoir de vigilance. Et on travaille avec un certain nombre d'entreprises. On a la particularité de beaucoup se déplacer sur place. Donc, depuis Paris, notre équipe parisienne a travaillé sur quasiment tous les pays. Donc là, par exemple, je reviens du Bangladesh et d'Ukraine. On est allé très souvent au Brésil, en Afrique, en Europe, en Asie du Sud-Est, etc., etc. Donc, on travaille sur l'ensemble des sujets, cartographie, diligence, procédure, enquête, audit, sur l'ensemble des thèmes de compliance. Et voilà, enfin, je vais passer directement ensuite à la partie. Alors, sur le cœur du sujet, la CS3D, peut-être qu'on peut commencer par une analyse et de se dire la CS3D a été adoptée dans un cadre international qui tend à imposer aux entreprises une transparence et des engagements de durabilité. Alors, côté entreprise, je pense qu'on a tous commencé à se poser des questions à partir de 2012 et l'adoption du Dodd-Frank Act avec donc la législation relative aux minéraux de conflit, suivi de près par le UK Slavery Act de 2015. Là aussi, je pense que bon nombre d'entreprises françaises ont dû se poser la question du fameux statement à produire. Est-ce qu'on le fait au niveau groupe? Est-ce qu'on le fait au niveau de la filiale UK ou de la maison? En l'occurrence, pour nous, c'était des maisons. C'était, je crois, la première expérience que l'on ait eue. Et puis, bien entendu, le devoir de vigilance français
de 2017. Une petite précision, l'ensemble de ces dates ici, on a fait le choix, ce sont les dates d'entrée en vigueur et non pas d'adoption. Euh, et cette mouvance a été bien sûr reprise par les Allemands, les Norvégiens. Les Pays-Bas attendaient le vote de la CS3D avant de faire leur propre devoir de vigilance nationale. Et comme vous le savez sans doute, le projet de la CS3D a été porté par une jeune députée néerlandaise, travailliste verte, puisque c'est une directive qui a éminemment une connotation quand même politique. Et donc, les Pays-Bas attendaient le vote qui a été émis en avril dernier par le Parlement. Un point, et ça dépend bien sûr des industries, mais la loi américaine sur le travail forcé des Ouïghours, ça dépend de quelle industrie à laquelle vous appartenez, mais nous, très clairement, sur le luxe, ça a été, je crois, vraiment extrêmement impactant et avec bon nombre de pressions externes, et notamment de députés européens. Nous, on en a un très connu qui était Raphaël Glucksmann, qui s'attaquait éminemment au sujet parfaitement légitime hein, de contrer, bien sûr, le travail forcé des Ouïghours, mais qui était quand même, au niveau de l'entreprise, pour nous, un grand sujet, parce que la traçabilité du coton, eh ben, c'est très compliqué de s'assurer que le coton ne provient pas d'une région des Ouïghours. Donc ça, c'était pour le petit panorama législatif. Peut-être juste, outre la partie législative, il faut aussi garder à l'esprit aussi les guidelines de l'OCDE qui ont été mises à jour en juin sur les Responsible Business Conduct pour les entreprises internationales, qui s'ajustent assez bien d'ailleurs avec le devoir avec la CS3D et qui du coup, eh bien, alors c'est pas applicable directement aux entreprises parce que ce n'est pas une loi, mais on s'engage régulièrement dans nos clauses à respecter les guidelines de l'OCDE. Et celles-ci sont également assez poussées sur les exigences des entreprises en la matière. Donc, c'est aussi à garder à l'esprit. D'ailleurs, il y a eu des ajustements dernièrement sur la CS3D pour s'ajuster aussi sur les guidelines de l'OCDE. Alors, si on revient à la timeline de l'adoption de cette directive, l'initiative venait de la Commission, tel que c'est éminemment le cas sur l'adoption des textes européens, en 2022. Et il y a eu énormément de débats, puisque bon nombre d'États étaient quand même opposés à ce devoir de vigilance qui est extrêmement contraignant pour les entreprises, il faut être clair, même si, me semble-t-il, le choc thermique en ce moment est pour vous plus la CSRD, la CS3D venant compléter, à mon avis, voilà, le choc que vous êtes en train de vivre. Donc, 2 ans de tractation, on pensait tous que le vote allait avoir lieu en février, puis recompromis, et on passera sur ça derrière, il y a eu éminemment des compromis de fond pour finalement arriver à une adoption le 24 avril 2024, et ça a été prévu aujourd'hui, un vote final par le Conseil européen le 24 mai. Alors, c'est assez intéressant de voir la teneur du compromis. Comme expliqué, c'est éminemment une directive qui a une connotation verte, éminemment politique. En tant que citoyen, on ne peut que louer, me semble-t-il, ce type de directive. En revanche, au niveau de l'entreprise, c'est extrêmement compliqué de pouvoir se conformer aux exigences d'une directive aussi lourde. Et ça, heureusement, me semble-t-il, vous avez eu quand même un texte qui a pris en compte, grâce sans doute à bon nombre de lobbyistes, des préoccupations du monde de l'entreprise. Alors, si on prend les étapes du compromis, au départ, nous avions un texte qui ciblait, voire stigmatisait certains secteurs considérés à haut risque, comme le BTP, comme le textile. Ça, ce n'est absolument plus le cas, c'est-à-dire qu'on est tous concernés selon les seuils, aux mêmes obligations de la CS3D. Il y avait également un élément qui était quand même très impactant. Vous aviez un lien entre la bonne réalisation de votre plan de transition climatique et la rémunération de vos dirigeants. Et ça, alors bon, si on regarde sur le CAC 40, bon nombre de rémunérations variables des dirigeants sont liées à des objectifs de développement durable. C'est pas très nouveau, c'est un engagement volontaire des entreprises, mais c'est pas contraint. Donc là, ça a été supprimé. Il n'y aura plus de lien entre la réalisation du plan de transition et la rémunération variable de vos dirigeants. Mais là encore, étant donné que dans votre CSRD, vous devez détailler l'engagement de vos dirigeants dans l'adoption de votre exercice de double matérialité et de vos plans d'action en fonction du résultat de la double matérialité, bon an, mal an, de par la transparence qui est exigée, vos dirigeants vont être de toute manière impactés ou questionnés, à tout le moins, j'imagine, lors d'AG, sur la réalisation des objectifs de la CS3D.
Un point clé, l'ACS 3D concerne, dans l'exercice de cette cartographie qui ne porte pas son nom pour des raisons politiques, ne concerne plus que l'aval, les partenaires commerciaux directs. Sont évincés du champ les partenaires commerciaux indirects, ce qui n'est pas le cas dans la CSRD, qui couvre tant l'amont que l'aval, l'ensemble de vos partenaires directs et indirects. Enfin, s'agissant des entreprises financières, le choix a été fait de ne pas porter sur l'amont, sur l'aval, pardon, de ces activités en raison de la complexité des opérations et du fait que leur demander un contrôle sur l'ensemble des opérations aval était quelque peu impossible à réaliser. Alors, avant de se lancer sur un comparatif entre le devoir de vigilance actuel et le français et la CS3D, on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit rappel rapide sur ce qu'est le devoir de vigilance, parce qu'après tout, toutes les entreprises françaises ne sont pas assujetties. Donc, très rapidement, le devoir de vigilance, ça va couvrir à la fois les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité, l'environnement. Et ça va s'appliquer aux entreprises qui ont au moins 5000 salariés en leur sein, dans leur filiale directe ou indirecte, dont le siège social était fixé en France, ou bien 10 000 salariés, mais en France et à l'étranger. Et on va retrouver des obligations assez similaires à ce qu'on va retrouver d'ailleurs sur la partie CS3D en partie d'ailleurs, avec la cartographie des risques, les procédures d'évaluation des filiales, mais également des sous-traitants, des actions d'atténuation et de prévention des risques, des atteintes graves qui pourraient se matérialiser, un mécanisme d'alerte et enfin des mesures de suivi avec un plan de vigilance qui doit être publié. La difficulté du devoir de vigilance, c'est qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de guidelines des autorités, contrairement au Sapin 2 d'ailleurs, sur comment respecter le devoir de vigilance français. Donc, dans la mesure où le devoir de vigilance français n'était pas particulièrement défini, où il n'y avait pas de décret d'application, eh bien, on devait revenir vers les outils internationaux, les Nations Unies, l'OCDE, pour savoir notamment ce qu'on inclut dans le devoir de vigilance. Et là, par exemple, on vous a mis ce qu'on inclut généralement dans les cartographies de risque de devoir de vigilance. On a mis en rouge ceux qui sont liés aux droits humains, en orange ceux à la santé et sécurité, en vert à l'environnement. Et on voit qu'il y a quand même un certain nombre de sujets et sous-sujets. On voit également qu'on n'y va pas y retrouver la corruption dedans, alors que dans un certain nombre de textes, on retrouve la corruption. On va la retrouver notamment dans le Global Compact, on va le retrouver également dans les guidance de l'OCDE. Qui a eu un impact d'ailleurs, à mon sens, sur la manière dont le devoir de vigilance et les sapins 2 est traité, puisque parfois, ce n'était pas forcément traité par les mêmes personnes. Et donc, du coup, notamment par rapport aux audits fournisseurs, les audits fournisseurs vont souvent inclure l'ensemble de ces thèmes-là, mais pas la corruption. Alors même que si on réfléchit au devoir de vigilance, le devoir de vigilance est arrivé sur la table suite au scandale et au drame de Rana Plaza au Bangladesh, alors qu'en réalité, le problème de Rana Plaza, à la base, c'était la corruption. C'était ça, en fait, qui avait causé ensuite le drame là-bas. Et quand on va souvent auditer les fournisseurs, d'un point de vue sustainability, eh bien, il n'y a pas forcément ce volet corruption qui serait pourtant utile. Et donc, c'est peut-être quelque chose à garder à l'esprit dans le cadre de la CS3D, la coopération entre le sustainability et juridique, conformité sur ces audits fournisseurs. Alors, comme l'a expliqué Nicolas, l'ACS 3D a quand même des liens avec le devoir de vigilance. C'est un peu en ça où vous pouvez souffler, c'est-à-dire que l'objectif est de déterminer, d'analyser, d'atténuer les impacts réels ou potentiels
Et ça, on retrouve la typologie de la CSRD. Ça veut dire que comme la CS3D, on le verra après, rentrera en application après la CSRD, votre exercice sera fait. Puisque vous aurez procédé à la double matérialité et donc aux impacts négatifs. Là, il n'y a pas d'impact positif, contrairement à la CSRD qui prend en compte les impacts positifs sur les droits humains et l'environnement. Alors, on pourrait dire, le texte est un peu court, on parle que de droits humains et d'environnement, mais non, le texte est assez bien fait, puisque en annexe, contrairement au devoir de vigilance, vous avez l'intégralité des textes internationaux à respecter, s'agissant de tous les sujets. Et donc, si on fait un lien là encore avec la CSRD, il va être très utile de prendre notamment l'article 16 des normes ESRS, puisque vous avez tous les sous-sujets que vous allez devoir analyser pour pouvoir ensuite faire votre plan d'action. Et votre plan d'action devrait être parfaitement cohérent avec votre CS3D, puisqu'on le verra, la CS3D, si vous êtes en défaillance de la directive, vous serez sanctionné et lourdement, ce qui n'est pas le cas pour le moment sur la CSRD. Mais ça, on y viendra par après. Un point qu'on n'a pas mentionné, c'est que dans un point du compromis, c'était d'augmenter le nombre de salariés, et c'est ce qu'on verra sur la slide ultérieure. Le seuil de salariés de déclenchement pour la CS3D était au départ de 500 salariés. Or, en Allemagne, bon nombre d'entreprises sont composées de 500 salariés et l'impact allait être très élevé pour eux. Mais il ne faut pas dire que seuls les Allemands se sont opposés à ce seuil, l'Italie, mais également la France sur la toute fin. Et donc, on est arrivé à un seuil de 1000 salariés, ce qui a fait que le périmètre d'application de la CS3D a été divisé quasiment de 70%. Donc, en fait, en pratique, on aura au niveau... 14 000. Alors, les chiffres varient. Alors, au départ, ça devait être 16 300, 16 800. On arriverait 5 300 ou 5 600. Voilà, 5 300. Et au niveau français, alors là, c'est un peu plus intéressant, on arriverait à 700. Or, le devoir de vigilance français est jusqu'à présent appliqué à 263 entreprises. Les chiffres, il n'y a aucune source officielle. Donc là, on fait un peu les malins en vous donnant des chiffres, mais ça donne une idée à peu près de l'ordre de grandeur. Ce qui veut dire que certaines entreprises qui ne sont pas assujetties au devoir de vigilance pourront tomber en 2029 sous la CS3D parce que les seuils seront de 1000 salariés au lieu des 5000 salariés. Donc ça, c'est quand même à avoir en tête, mais avec un critère de chiffre d'affaires qui reste quand même important. Sur les 1000 salariés, est-ce qu'il faut raisonner par entreprise ou par groupe de sociétés? Est-ce qu'il faut raisonner par entreprise ou par groupe de sociétés? Alors, les deux cas sont possibles, Oui. tout dépend de la structure, c'est-à-dire qu'en termes de groupe, vous allez pouvoir consolider au niveau groupe, et sinon, si vous êtes tout dépend de la structure de votre entreprise. Mais la CS3D dit bien que l'objectif est de pouvoir consolider, au même titre que la CSRD, d'avoir un rapport de durabilité et que les actions puissent être consolidées au niveau du groupe. Alors, il y a une autre question sur votre point, c'est la question de la consultation des comités d'entreprise et des CSE. Ça, je pense que c'est une vraie question. Il faudra voir le décret d'application, enfin de la transposition française. Est-ce que chaque CSE des entités ou des filiales devrait être consulté, ou est-ce qu'on peut décider que le comité groupe soit le seul à être consulté, ce qui serait, à mon sens, quand même plus logique, parce que si vous devez, dans chaque région, mais ça va être peut-être le cas, aller consulter votre CSE, sachant que votre plan d'action aura une connotation locale, puisqu'il y aura des actions qui devront être prises en local, ça risque d'être compliqué. Donc l'approche, en tous les cas, telle qu'on comprend la directive, c'est vraiment une vision globale groupe. Et d'ailleurs... Et au niveau du seuil pour l'applicabilité. C'est juste derrière. Oui. Parce que les seuils sont assez techniques. Donc, périmètre réduit, mais on y arrive, nos seuils. Alors, les seuils, l'échéancier est un petit peu similaire à la CSRD. Pardon de faire le lien, mais la CS3D ne peut se lire qu'avec la CSRD. Vous avez 3 échéances, 2027, 2028, 2029, avec des seuils de salariés qui sont dégressifs. On passera de 5 000, 3 000, 1 000, avec des seuils cumulés de chiffre d'affaires qui restent quand même importants, 1,5 milliard, 900 millions, 450 millions. Et beaucoup se sont interrogés sur le fait de dire, mais ça va aussi s'appliquer à des entreprises étrangères, internationales. Oui, tout à fait. Alors, 2 nuances. C'est quand même avec des chiffres d'affaires dans l'Union européenne et non plus mondiaux, contrairement aux chiffres de la CS3D pour les entreprises européennes. Et deuxièmement, ce caractère extraterritorial n'est pas si nouveau. Il existe en tous les cas en droit de la concurrence et en contrôle des concentrations depuis les années 89.
où la Commission européenne a parfaitement la compétence d'autoriser ou d'interdire une opération de concentration entre des entreprises parfaitement étrangères, mais qui réalisent au sein de l'Union européenne des chiffres d'affaires importants. Excusez-moi de vous interrompre. Une holding serait située hors UE et dont la grande majorité de son chiffre d'affaires est réalisé dans les États membres et passe ces seuils, peut consolider à son niveau le reporting. Alors, là encore, il faudra regarder le décret d'application, parce que je pense que c'est toutes ces de transposition, parce que ça va être en effet le véritable sujet. Et je pense que l'objectif pour les entreprises, c'est de trouver un mode de calcul qui permette de bien sûr répondre aux objectifs, mais d'essayer quand même, quand c'est possible, de sortir du champ d'application de la CS3D. En revanche, étant donné les seuils d'application sur l'entreprise purement internationale, je pense que dans votre cas-là, c'est vraiment cela. En fait. Et voilà. Et si vous n'en remplissez aucun, que ce soit donc techniquement, il faudra en effet regarder comment la France, parce que là, ce sont des grands principes et on le voit sur la CSRD. Sans le texte et sans les guidelines que la France a adoptées, appliquer la CSRD, ça aurait été quand même sacrément compliqué. Mais il y a plein de questions pratiques et je vais vous dire, sur les seuils alternatifs qu'on a ajoutés, le troisième seuil sur les redevances et les royalties, c'est pour nous parfaitement incompréhensible. Le seuil des 28, alors on comprend à peu près le seuil de seuil chiffre d'affaires global de 30 millions d'euros. Jusqu'à présent, on arriverait à le faire. Mais les royalties, comment sont-ils calculés? Le 22,8 millions, à appliquer tel quel, je pense que c'est quasiment impossible et c'est ce que tout le monde dit. Donc on aura besoin de clarification. Mais au moins, nous savons qu'il y aura 3 grandes échéances et que les entreprises qui seront assujetties à la CS3D l'auront été forcément sous la CSRD. Ce qui veut dire, et ce qui n'est pas l'inverse, les entreprises assujetties à la CSRD ne seront pas du tout forcément soumises à la CS3D, puisque les seuils de la CS3D sont bien plus importants. Mais l'inverse n'existe pas. Ce qui veut au moins dire qu'il y a une logique absolue entre la CSRD et la CS3D, et que si vous êtes assujetti à la CS3D, l'essentiel, et c'est un peu ça l'objectif de notre présentation, du travail aura été fait dans le cadre de la CSRD. Donc, c'est un peu ce que l'on comprend et que c'est dès à présent, il faut évidemment s'organiser pour pouvoir répondre. Une question très courte sur le périmètre. Lorsqu'un groupe français est rattaché à une holding étrangère à 100% hors UE et que la holding a rempli ses obligations, ce qui est peu probable, mais admettons, sous le devoir de vigilance, il me semble que lorsque la holding étrangère avait rempli son devoir de vigilance, le groupe français, filiale, était exonéré de ses obligations. Oui. Sur l'exemption des holdings, Oui, c'était en effet le cas sur le devoir de vigilance. Ouais. Alors, pour revenir à votre point, parce qu'une question va se poser. Sachant que la France est le seul pays à avoir le devoir de vigilance, elle va intégrer la CS3D, ce qui est bien logique. Mais donc, il serait quand même également logique que la France intègre en une seule loi le devoir de vigilance et la CS3D. Ça ne ferait aucun sens, je pense, d'avoir 2 lois, une qui traite, et on le voit. Voilà. Et donc, cette logique-là devrait être maintenue, si tel est le cas dans le devoir de vigilance français, dans le corps unique que la France devrait adapter, devoir de vigilance, qui s'appellera en effet européen, mais qui devrait remplacer la loi de 2017. C'est comme ça La qu'on... CS3D est inspirée du droit français. Totalement. Et d'ailleurs, on verra les points, c'est la slide d'après. Il y a beaucoup de similitudes et avec des divergences. Mais donc, la France va sans doute opter pour un seul texte qui englobera l'ensemble des législations. Avoir 2 textes, je ne sais pas comment vous allez faire. Et surtout qu'il y aurait un texte qui est vers de l'amont, l'autre de l'aval, ça a peu de sens. Et puis pour contrôler, sachant qu'il y a maintenant des amendes sur la CS3D. Ah oui. Ah, vous allez voir, vous avez fait une très belle slide pour vous mettre en condition. Non, oui, ça sera certainement refondé dans une seule loi, sinon ça n'aurait pas de sens, ça serait complètement divergent et incompréhensible. Sur les similitudes, on va retrouver effectivement dans la CS3D un certain nombre d'éléments qu'on avait dans le devoir de vigilance, puisque clairement la CS3D est inspirée à la fois du devoir de vigilance français et de la loi Sapin 2. Donc, par exemple, le premier élément sur déterminer et évaluer les impacts négatifs et les classer par ordre de priorité, clairement, c'est la cartographie des risques qu'on a dans le devoir de vigilance. Donc, vous allez pouvoir récupérer la cartographie que vous aviez,
l'étendre parce que le scope va être, va être un petit peu modifié, notamment avec l'aval. Mais au moins, vous pourrez repartir de cet exercice-là en tant qu'entreprise française. C'est l'avantage que vous avez par rapport aux autres entreprises. Et d'ailleurs, par rapport aux autres entreprises en Europe qui seront assujetties, il y aura peut-être, et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui est aussi intéressant pour le cercle Montesquieu, de travailler avec les autres organisations de direction juridique en Europe pour justement montrer l'exemple et leur montrer les bonnes pratiques que vous avez pu constituer en France d'ores et déjà depuis 2017. Intégrer la diligence raisonnable avec des procédures d'évaluation régulière des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs, c'est ce que j'ai mentionné aussi tout à l'heure, sauf que là, eh bien, ça va aller au-delà des filiales et du rang 1. On va aller au-delà du rang 1 et on va aller aussi sur l'aval, prévenir et atténuer les impacts négatifs. Ça, on le retrouvait pour les atteintes graves dans le cadre du devoir de vigilance. Mécanisme de notification et procédure de plainte, ça nous ramène au dispositif d'alerte du devoir de vigilance aussi. Surveiller l'efficacité de la politique, on l'avait également dans le devoir de vigilance, et la communication des diligences raisonnables, on en revient à la publication du plan de vigilance en France aussi. Donc on retrouve effectivement pas mal de similitudes, ce qui devrait vous rassurer, mais ça vous le saviez d'ores et déjà, je pense, puisque vous saviez que c'était une loi adoptée, enfin un règlement, une directive, pardon, adoptée sur la base de la loi française. Et si on regarde les différences, parce que c'est ce qui est, on pense, plus important pour vous, les voici. Oui. Alors donc, parlons des différences. Donc, on l'a déjà mentionné, la loi, le devoir de vigilance porte que sur l'amont. En fait, en pratique, il y avait un wording, c'était les fournisseurs, il n'y avait pas tellement plus de détails. Et je crois qu'en tant qu'ex-entreprise, on s'est tous focalisés sur l'amont, ce qui était déjà suffisamment éprouvant comme exercice. Là, très clairement, c'est différent. L'aval est également concerné. S'agissant des seuils, ils sont sans doute beaucoup plus sophistiqués puisqu'on a des seuils et de salariés et de chiffre d'affaires, mais on en reviendra à vos questions de holding ou d'activité à l'étranger. Ça n'a pas l'air si simple dans l'application au cas par cas. Il n'avait pas de référence au changement climatique dans le devoir de vigilance français. On avait en revanche l'exigence d'analyser l'impact sur l'environnement. Il n'y avait absolument pas de texte législatif et comme on l'a vu avec Nicolas, on a dû un petit peu se débrouiller en prenant les textes internationaux pour pouvoir faire l'exercice de cartographie des risques. Il n'y avait pas de consultation obligatoire des parties prenantes. Néanmoins, il y avait et en fait on le voit dans un des jugements, cette forme quand même d'obligation de consultation du CSE s'agissant de la mise en œuvre d'un mécanisme d'alerte. Et ça, je ne sais pas si ça avait été clair pour tout le monde, mais ça a été rendu un peu clair dans le jugement de la Poste. Associer les syndicats et les organisations syndicales dans la mise en œuvre du système d'alerte, c'est quelque chose qui est en revanche dans la CS3D quasiment inévitable. Et l'énorme nouveauté des autorités de contrôle, et on reviendra au mode de fonctionnement de ces autorités de contrôle qui changent parfaitement la situation pour les entreprises. S'agissant de la CS3D, l'amont et l'aval de la chaîne d'activité sont visés. Alors, juste en termes de typologie, les institutions ont jugé bon de faire une différence entre chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est la CSRD, puisque l'ensemble de l'amont et de l'aval jusqu'à la fin de vie, donc la norme, sans rentrer dans les techniques ESRS E5 qui touche l'économie circulaire et la fin de vie du produit est concernée. Et dans la CS3D, tout est concerné, mais il s'arrête jusqu'à la distribution stockage. La fin de vie et l'économie circulaire n'est pas visée. Dès lors, on parle de chaîne d'activité s'agissant de la CS3D. C'est vraiment du détail, mais comme quoi les autorités, enfin les institutions ont eu la bonne idée de faire une distinction. Donc là encore, nous avons des seuils de salariés et de chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai indiqué, certaines entreprises non assujetties au devoir de vigilance pourront
en 2029, puisque le seuil est plus bas, c'est le seuil de 2000, tomber sous la CS3D. Donc pour elle, en revanche, ça devrait être beaucoup plus compliqué parce que de partir de zéro et de faire de la CS3D, l'exercice doit être quand même compliqué. Il y a une mention très claire sur le plan de transition climatique. Et ça, on y reviendra à la fin de cette présentation. C'est un des éléments aussi importants de la CS3D, mais tout comme dans la CSRD. Et là encore, il y a au moins une cohérence des textes. Il y a un renvoi qui est possible de la CS3D vers le rapport de durabilité qui traite du plan de transition climatique, ce qui veut dire que vous n'allez pas être obligé de faire deux plans de transition climatique, mais heureusement, il y a des renvois qui vont être possibles. Et une autre question se pose, pratique, et là nous n'avons pas la réponse, c'est de dire, dans la CSRD, vous avez besoin de faire un rapport de durabilité. Bien. La CS3D exige une analyse d'impact négatif réel ou actuel, et votre devoir de vigilance exige également que vous fassiez l'exercice amont. Mais comme on pense, il y aura un seul texte commun. Il est sans doute possible, voire je pense logique, que finalement les entreprises optent pour un rapport de durabilité intégrant la totalité de ces normes et qu'on retrouve tout le contenu des obligations dans le rapport de durabilité qui sera intégré au rapport de gestion. Sinon, si on doit faire, et très souvent c'était le cas pour le devoir de vigilance, dans l'URD, par exemple, c'était notamment dans la section risque, si vous faites des renvois sur chacun des éléments CS3D, CSRD, devoir de vigilance à supposer français qu'il existe encore, ça va être très compliqué. Nous n'avons pas la réponse, mais il semblerait quand même logique qu'on puisse avoir un seul document qui intègre l'ensemble des obligations. Et enfin, la grande nouveauté, la création d'autorités de contrôle avec ce pouvoir, nous le verrons, d'enquête et de sanctions. Les sanctions pouvant aller jusqu'à hauteur de 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Et là, on a une slide dédiée, mais j'ai un prisme donc d'avocate antitrust d'origine. Et à mes yeux, c'est vraiment calqué sur le fonctionnement de la Commission européenne DG Comp. Même type de fonctionnement, des pouvoirs d'enquête forts, de perquisition, d'amende, mais avec la possibilité de pouvoir coopérer avec les autorités pour réduire le montant de l'amende finale. Peut-être un point également sur la double matérialité. Alors, sur le... oui, enfin, la double matérialité, c'était surtout sur l'analyse d'impact initial Ouais. négatif qui sera déjà vue et qui aidera grandement pour la réalisation de la CS3D. Ouais, parce qu'en fait, au niveau de la double matérialité qu'on va retrouver dans la CSRD, c'est pas une différence entre la CS3D et le devoir de vigilance français. Mais au final, lorsque on faisait nos cartographies de devoir de vigilance, on devait à la fois faire nos cartographies sous le prisme du risque qui était causé aux parties prenantes, aux tiers, puisque c'était ce qui est exigé par la loi. En revanche, lorsqu'on intégrait les résultats de la cartographie à la cartographie générale, il fallait bien qu'il y ait une analyse d'impact et donc du coup une analyse sur le risque qui était causé, l'impact qui était causé à l'entreprise elle-même. Donc on avait d'ores et déjà besoin d'avoir cette double matérialité dans la cartographie des risques qui était réalisée dans le cadre du devoir de vigilance. Et donc là, même si on n'y fait pas mention dans la CS3D, ça va aussi être nécessaire dans le cadre de la cartographie de CS3D à réaliser. Oui. Alors, sur la chaîne d'activité, Gaëlle, elle a pas mal parlé d'ores et déjà, mais effectivement, donc on a un amont, on a un aval. Auparavant, on avait juste l'amont. Alors, l'amont, on va y retrouver toutes les activités de conception, d'extraction, d'approvisionnement, la fabrication, la fourniture de matières premières, de produits qui sont en lien avec la production de marchandises ou de services. Avec l'aval, en revanche, la partie distribution, transport et stockage. À la fois sur les produits et sur les services. Sur l'aval, en revanche, on n'y retrouve pas, comme ça a été mentionné tout à l'heure, la partie des établissements financiers et banques. On n'y retrouve pas non plus la destruction et la fin de vie des produits.
Le projet de directive va faire référence aux partenaires commerciaux ou business partners. Et donc là, eh bien, on va retrouver donc les entreprises qui sont en accords commerciaux avec nous, donc à la fois le rang 1, mais également les rangs 2 et suivants, sur lesquels on aura besoin d'apporter de couvrir le plan de diligence raisonnable. Et bien entendu, l'amont et l'aval va évoluer en fonction de là où vous vous placez dans la chaîne de valeur d'une même industrie. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise d'extraction, bah forcément, l'extraction n'est pas forcément... peut être également en aval par rapport à la distribution des minerais, par exemple. Donc, il y a aussi cette évolution qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, comment on va remplir nos obligations? Une partie de ce qu'on peut faire va passer notamment par ce qu'on appelle les assurances contractuelles, donc les clauses de compliance, pour exiger de la part de nos rangs 1 qu'ils exigent eux-mêmes de leur rang 2 de mettre en place des diligences raisonnables et ainsi de suite pour cascader les obligations. Cela étant dit, on sait d'ores et déjà que la Commission européenne ne va pas vouloir que cela entraîne de complètement se déresponsabiliser. Et donc, les entreprises devront malgré tout rester responsables de leur chaîne d'activité et ne pourront pas se reposer uniquement sur ces clauses contractuelles. Alors, ces clauses contractuelles, ça va exiger certes de respecter un certain nombre d'obligations, mais ça va aussi nécessiter, du coup, de mener des audits. Alors, ces audits sont d'ores et déjà menés pour les entreprises qui sont assujetties au devoir de vigilance dans le cadre des audits fournisseurs auxquels j'ai pu faire mention en début de cette présentation. Alors, sur les clauses d'audit, il y a beaucoup de... Il y a deux écoles, je pense, encore sur les clauses d'audit, avec beaucoup d'entreprises qui pensent que les clauses d'audit, on ne les exerce pas et que du coup, à la limite, il vaut mieux ne pas avoir de clause d'audit dans les contrats parce qu'il vaut mieux avoir une clause qu'on exerce... Enfin, il ne faut pas avoir une clause qu'on n'exerce pas dans notre contrat, sinon, eh bien, ça met en difficulté l'entreprise. Personnellement, je suis plutôt de l'école qui va penser qu'on va exercer les clauses d'audit. Les clauses d'audit, on les exerce depuis déjà longtemps en compliance. Moi-même, quand j'étais en entreprise, on a exercé des clauses d'audit sur moi. J'ai moi-même exercé des clauses d'audit sur les tiers, sur mes fournisseurs et autres. Et donc, oui, on peut exercer les clauses d'audit. À défaut de les exercer soi-même, on peut aussi exiger de la part de nos fournisseurs et de la chaîne d'activité qu'ils se fassent auditer. Et il y a d'ailleurs des fédérations, des associations d'auditeurs qui vont se spécialiser là-dedans afin qu'ensuite puissent être partagés les résultats de ces audits pour donner une certaine satisfaction à l'entreprise quant au respect des obligations de la CS3D par la chaîne d'activité. Sur les autres éléments à mener, donc on va retrouver dans la CS3D ce qu'on avait d'ores et déjà dans le devoir de vigilance, à vrai dire. Donc, la description de l'approche en matière de due diligence de l'entreprise, sur les filiales, sur la chaîne d'activité. On va retrouver un code de conduite qui d'ores et déjà dans la plupart des entreprises, des procédures pour mener ces diligences raisonnables sur les filiales. Consulter, ça a été mentionné aussi, les employés sur la mise en place du programme de conformité, hein, en fait, et le mettre à jour tous les 24 mois. Identifier et évaluer les impacts négatifs, donc on va se retrouver avec la cartographie. Donc là, pareil, on en a déjà mentionné, on va pouvoir reprendre nos cartographies des risques sur le devoir de vigilance et les mettre à jour en les étendant à l'aval.
Prioriser les impacts qui peuvent être identifiés par l'entreprise également, avec à la fois l'impact, la probabilité qu'on va retrouver dans la cartographie des risques, et également prévenir les effets immédiats au risque avec des plans d'action, les assurances contractuelles dont on a mentionné, des investissements. La CS3D prévoit expressément qu'il puisse y avoir des investissements dans des installations, dans des infrastructures pour remédier pour prévenir les risques qui seraient causés par l'entreprise elle-même, mais également conjointement avec ses partenaires commerciaux. Et donc, la CS3D prévoit qu'une entreprise puisse être amenée, à hauteur de sa contribution aux dommages qu'elle crée, à remédier, à compenser, que ce soit financièrement ou non financièrement, les impacts négatifs qu'elle cause directement elle-même ou avec ses partenaires commerciaux. C'est d'ores et déjà quelque chose qu'on va retrouver, puisque même si ce n'est pas exigé expressément, on va avoir quand même une pression de la part des ONG, une pression de la part du public pour remédier aux impacts négatifs qui sont causés par les entreprises. Donc, c'est déjà une bonne pratique en réalité qui est exercée par les entreprises. Et également, lorsque l'impact négatif n'est pas causé par l'entreprise elle-même, mais 100% par son partenaire commercial, d'influer sur son partenaire commercial pour qu'il prenne des mesures et qu'il remédie aux dommages qu'il cause. C'est quelque chose qu'on a pu voir d'ores et déjà dans le devoir de vigilance, où on a des exemples avec des clients où sur un certain nombre d'années, on va accompagner certains fournisseurs pour qu'ils remédient aux dommages qu'ils causent, alors même qu'on agit uniquement volontairement et non pas par obligation légale. Bravo. On parle d'un fournisseur, par exemple, d'un partenaire commercial qui ne soit pas dans le champ d'application. Oui, notamment. Parce que sinon, il est soumis aussi. Oui, bien sûr. Mais alors moi, l'exemple que j'ai en tête, c'était notamment dans l'extraction minière, une entreprise de mine qui n'était pas européenne, qui agissait en Afrique, qui n'était pas du tout assujettie au devoir de vigilance, où on avait des problématiques assez importantes localement, et plutôt que de rompre brutalement les liens avec ce partenaire commercial, eh bien, on l'a accompagné parce que également, on savait que c'était compliqué pour cette entreprise-là de complètement remédier aux dommages qui étaient causés, parce que même si elle y contribue elle-même, on ne peut pas forcément maîtriser tout le temps les impacts négatifs qui existent dans notre entreprise ou en tout cas chez nos parties prenantes. Et donc, par cet accompagnement, on a permis de remédier et de limiter le risque localement. Sur le moyen. Exactement. Exactement. Et c'est bien dit d'ailleurs dans tout le texte, mais c'est là aussi la limite, c'est qu'on vous rappelle que c'est une obligation de moyens, néanmoins, lorsqu'il y aura une violation, ce sera une obligation de résultat. Donc, bon, mais c'est quand même dit à de très nombreuses reprises, une obligation de moyens. Et cette question, moi j'ai une petite question, et du coup, vous documentez, vous envoyez des mails, vous faites des réunions. Sur l'exemple de Nicolas, par exemple, alors oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, c'est documenté. Vous faites des audits à distance. Vous exigez qu'il y ait un compliance officer sur place. Vous exigez d'avoir des reports tous les mois sur les incidents. Et ce reporting est obligatoire et ils le font de manière systématique, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est d'abord en tant qu'entreprise, vous vous protégez, mais eux, étant un énorme partenaire, si on parle de mines, par exemple, c'est quand même un secteur extrêmement restreint, sans de gros groupes ou d'entreprises, ils perdent évidemment leur marché. Donc ça, vous pouvez parfaitement utiliser votre influence pour modifier leurs opérations et protéger l'entreprise. Ça reste de la compliance. Compliance signifie que vraiment, il faut tout formaliser, il faut tout écrire, parce que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, eh bien, ils pourront nous être reprochés peut-être dans 5 ans, 10 ans. Les personnes ne seront plus forcément en place, on ne saura pas forcément pourquoi on a pris telle ou telle décision. Et donc, il faut pouvoir
formaliser par écrit l'ensemble de démarches qui ont été réalisées. Il faut garder aussi. Les partenaires, enfin, on veut Ouais. faire un exemple extrême, hein, même si les partenaires en face s'en fichent complètement. On évidence quand même pour montrer qu'on a fait le best effort. Il faut quand même qu'en face. Donc, ouais. ça, vous êtes complètement obligé. Puis alors, par exemple, la CS3D, là encore, il n'y avait pas de sanction. C'est-à-dire qu'à moins un impact réputationnel qui peut tout à fait sortir, c'était le seul risque qu'on encourait. Là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Mais si l'entreprise en face s'en fiche, c'est que véritablement, on sait qu'ils ne vont rien faire et se pose véritablement la question de la fin de la relation avec ce partenaire. Parce que là, moi, dans mon exemple, on a quand même un partenaire qui veut progresser, qui veut faire en sorte que le problème soit réduit. Si en face, on sait que ce qu'on fait, ça ne sert à rien, c'est pas forcément, je suis pas sûr